Nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. C'est que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral du militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant de l'opération, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés, ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun des mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Voilà, vous avez écouté vous-même. Ça, c'est le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Kachama. Normalement, les militaires ne parlent jamais comme ça. Ils en ont ras-le-bol. Ils sont sur le point de craquer. Et qu'est-ce que vous pensez quand un militaire en arrive à ce point? Il vous dit très clairement qu'il a déjà parlé lui-même avec le commandant en chef, le président de la République. Donc, le président de la République est au courant de ce problème depuis. Et le problème persiste. Les têtes ne tombent pas. Ces gens sont au front. Chaque jour, ils le vivent comme le dernier. Chaque repas, pour chaque soldat qui est là,
ce sont derniers, comme les criminels qui vont être exécutés, prennent leur dernier repas avant exécution. Le soldat au front, chaque repas qu'il prend pour chaque jour, c'est son dernier. S'il revient, il est juste chanceux. Ça, c'est un cri d'alarme. Maintenant, il commence à parler devant les médias. Normalement, ça ne se fait jamais. Si rien n'est fait dans les médias pour remédier à ce problème, et moi, vous le savez, pour ceux qui m'ont toujours écouté, c'est presque à chaque 2-3 vidéos que je parle du soldat congolais. La simple raison, c'est que je m'identifie à eux. Quand les militaires américains avaient été déployés en Irak et qu'ils se battaient sans gilet pare-balles, la toute première puissance militaire, une mère américaine a acheté un gilet pare-balles sur le marché public. Elle a envoyé ça à son fils en Irak. Et les médias ont appris ça, c'est sorti dans les médias américains. Je vous assure, ça fait un tollé. Le président a failli passer à sac. Au point où, nuitamment, les compagnies qui renflouent les armées des États-Unis ont dû travailler d'arrache-pied et livrer la marchandise. En Afghanistan, les soldats canadiens avaient sauté sur des mines avec des véhicules de transport de troupes, des véhicules de patrouille qu'on appelait ILTIS. C'était comme quasiment des Renault 4. Si vous connaissez, pour ceux qui sont moins jeunes, les Renault 4. Ça sautait comme ça, même avec une petite grenade antipersonnelle comme ça, là, ça sautait. Et au premier mort, ça fait un gros problème ici au Canada. Le premier ministre qui venait d'arriver, il s'appelait, en ce moment-là, bon, il porte toujours le même nom, Stephen Harper, a voulu protéger les troupes canadiennes immédiatement. Il est allé en Afrique du Sud. Il a acheté les Nyala, qui sont des véhicules de transport de troupes blindés, super blindés. Et on les a déployés en Afghanistan pour les soldats canadiens. Ça fait des jaloux là-bas, parce que nous étions les seules armées de l'OTAN à avoir ce type de véhicule. Les Américains, ayant honte de ne pas avoir des véhicules comme ça, et n'ayant pas le courage d'aller les acheter auprès des Sud-Africains parce qu'ils sont la superpuissance militaire, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Afrique du Sud, ils ont acheté la compagnie. Et ces véhicules-là ont commencé maintenant à porter des noms américains. C'était toujours fabriqué en Afrique du Sud, mais c'était rendu des compagnies américaines. Les Nyala, on a enlevé le mot sud-africain, Nyala, qui est leur gros antilope, là, et nous, on a commencé à appeler ça RG-31. Au Canada, on appelait ça RG-31. Pour les Américains qui les ont maintenant, quand ils ont fabriqué ça beaucoup plus gros, ils ont commencé à appeler ça des Buffalo, les buffalo, les buffles. Buffalo. Pour revenir à notre problème congolais, le président connaît ses problèmes.
Il est simple de résoudre ce problème. Mais pas parce que je le dis, parce que c'est toujours facile de parler et de formuler des critiques. On dit toujours, la critique est aisée. C'est l'art qui est difficile. C'est mettre en pratique qui est difficile. Nous tous ici, là, nous sommes des champions sur nos petits écrans. Des champions. Des stratèges, de soldats hors pair. Sur le terrain, c'est autre chose. Mais il y a des choses qui restent faciles à faire. La numérisation. Ça prend quoi? On prend, mettons, 40 personnes qu'on met au ministère de la Défense. Ils prennent ces archives, ces papiers-là, des tonnes et des tonnes de papiers sur lesquels se trouvent les noms des soldats. Ils écrivent ça sur l'ordinateur. Et il y a un disque dur sur lequel ils transfèrent ça. Dans un ordinateur du ministère, on va télécharger ce qu'on venait d'écrire. Et tout de suite, tous ces noms sont numérisés. L'argent ne va plus passer par les mains de quelqu'un d'autre. L'argent qui sort je pense que c'est le ministère de la fonction publique qui paye les soldats chez nous. Je ne sais pas parce qu'au Canada, c'est la fonction publique. Même si nous appartenons au ministère de la Défense nationale, c'est la fonction publique qui paye les salaires. Alors, ça passe directement dans un compte du soldat, à la banque, directement. Ça ne passe pas dans les mains de quelqu'un. La nourriture des soldats, ils ont des branches de logistique qui sont des rations. On a approvisionnement. Dans l'approvisionnement, il y a les rations, il y a les achats, il y a n'importe quoi. C'est différent. Alors, chaque métier va faire son travail. C'est tellement facile. Vous n'avez qu'à aller prendre les spécialistes des armées qui ont déjà ça, vous les amenez, ils viennent juste faire copie-coller, c'est tout. Et vous appliquez ça. C'est déjà fait par d'autres armées. Vous leur demandez de venir, ceux qui ont fait pour le Canada, ils viennent là-bas, ils prennent le modèle canadien, ils l'injectent dans notre système, ils le font peut-être pendant 1 mois, 2 mois, finito, c'est fait. Mais parce que vous voulez détourner, vous voulez voler, vous trouvez que la numérisation, la bancarisation va vous empêcher d'avoir accès physique à ces argents-là. Le problème d'effectif, c'est depuis la première mandature que le président Tshisekedi en parle à Goma. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas résolu. Ce qu'il n'y a pas moyen de faire des rotations, les soldats sont des humains, ce ne sont pas des super-humains. C'est la même personne que vous avez rencontrée hier dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Bukavu, dans les rues de Goma. C'est la même personne, le même individu, dont le sang qui coule dans le corps est rouge comme le vôtre. Le même avec qui vous prenez, la même avec laquelle vous preniez une bière dans le coin de la rue. Seulement, cette personne se vouait à la défense de la nation, acceptant aller jusqu'au bout de tout ce que la nature lui a donné, sa vie, afin de vous protéger, vous qui restez. La moindre des choses qu'on peut faire pour cette personne, c'est de lui donner tout ce dont elle a besoin pour chaque instant qui lui est comme le dernier au front dans ce métier. Même aux entraînements, nous mourrons aux entraînements. Vous avez vu les gens de la garde civile qui étaient morts en maniant des pièces d'artillerie. Vous aviez vu ça?
Je pense qu'ils étaient du bataillon blindé. Ils utilisaient des chars d'assaut, non? Juste les obus qu'ils voulaient mettre dans le compartiment de tir. Et voilà. Il y a eu une malfonction. Malfunction, comment ça peut se dire? Un mauvais fonctionnement. Et ils sont morts. Aux entraînements, nous mourons. Et parfois plus qu'au combat. Jusqu'à une petite erreur, on meurt. Et au combat, imaginez-vous, ces gens-là, ils ne doivent plus penser à ce qui reste en arrière tout le temps. Est-ce que mon enfant a mangé? Est-ce que mon enfant est à l'école? Est-ce que mon enfant a été soigné? Est-ce que ma femme a les moyens pour nourrir? Non. C'est juste trop demander à ce soldat. Le général vient de dire ça démotive le soldat. Et quand des bandits comme Kabila vont venir proposer un peu d'argent, même si c'est l'argent d'un seul jour à ce soldat, le soldat va le prendre. Et nous allons avoir des trahisons qui n'en finissent pas. Ne tuez pas le patriotisme dans le soldat. Il faut regarder quand ces jeunes gens viennent au centre de recrutement. Comment ils sont motivés, couteau entre les dents. Ils veulent défendre le pays. Dans l'entretemps, les argents sont détournés à Kinshasa. Les députés reçoivent 21 000 $. Kamere ne veut pas toucher à la Constitution parce qu'il faut la garder intacte pour les éventuels étrangers qui prendraient le pays en main. Kamere qui ne peut pas se prononcer contre les actions de l'ancien président qui vient de prendre les armes contre son pays, le pays qu'il a dirigé pendant 20 ans. Batu Lukwebo non plus ne peut pas le faire. Vous allez croire que je suis en train de m'acharner contre les gens du Kivu. Mais je n'ai pas de choix. Est-ce que vous allez vous dire, pourquoi je parlais de cas de soldats et tout de suite je transpose ça à Kamere, Batu Lukwebo, tout ça. Mais je n'ai pas de choix. Parce que le soldat voit ça. Les soldats savent que si la Constitution est de nature à empêcher les étrangers à convoiter notre pays, les soldats n'auront pas toutes ces guerres à livrer, ce combat à livrer chaque jour. Ils savent que Kamere ne veut pas changer cette Constitution-là. Cet article, je pense 117, qui dit que le Congo peut livrer une partie de son territoire à un autre État africain pour la paix. Vous vous rendez compte? Le soldat, il est en train de se battre à cause de cet article-là qui donne aux étrangers le droit de réclamer des terres au Congo, de convoiter des terres congolaises. Et Kamere ne touche pas à ça. Si lui ne peut pas le faire, qui demande à ses... De toute façon, comment ça se passe? Au Parlement, là, tous ces gens-là viennent mandatés par les populations, non? C'est que chaque chose, chaque acte qu'ils posent au Parlement, c'est comme si c'est le peuple qui leur demandait de le faire, n'est-ce pas? Parce qu'ils représentent le peuple. C'est que, un matin, ils peuvent se décider d'amender cette constitution ou complètement la changer. Ils n'ont pas besoin de référendum pour ça. Parce qu'ils le font au nom du peuple qui les mandate. Mais Kamere n'y touche pas. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui, quand il est sorti de la prison, il est allé se pavaner chez les M23, lui et sa femme. Et de là, il dira, il faut négocier avec le M23, vous vous rappelez, hein?
N'est-ce pas lui encore, à un moment, là, il y a même pas longtemps, qui a donné une fausse information sur les opérations militaires. Ce qui allait choquer et débalancer le moral des soldats. Le même Cameroun, non? Et il n'y a pas longtemps, moi, j'ai fait une vidéo encore, disant que le plus bel hôtel de Bukavu, l'hôtel Orchidée, qui appartient à M. Bahati Lukwebo, loge les gens du M23 AFC. Oui, nous savons qu'ils peuvent réquisitionner, ils peuvent prendre l'hôtel de force. Ça, c'est une chose. Et quand on pense comme ça, on va dédouaner Bahati, n'est-ce pas? Oui. Mais alors, il y a un problème. C'est que le personnel qui travaille là pour Bahati est resté. Je peux comprendre, il dirait, non, le personnel, parce qu'ils ne veulent pas que l'hôtel tombe en morceaux, d'autant plus que cette guerre ne sera pas éternelle. Un jour, je pourrai reprendre mes biens. Ils veulent que l'hôtel puisse survivre parce qu'eux, ils sont attachés émotionnellement déjà à cet hôtel. Je vais lui accorder cela, mais il reste encore un problème. Des sources très sûres et qui ne peuvent mentir disent que les fournisseurs de l'hôtel sont les mêmes. Les employés, non seulement ils sont les mêmes, mais ils sont payés. Qui règle les factures? Bahati Lukwebo. Pourquoi ils règlent les factures des M23? Pourquoi ils doivent payer les salaires des gens qui servent le M23? Vous ne trouvez pas ça louche? J'avais parlé du ministre du budget, Aimé Boji, dont la maison à Bukavu est habitée par le rapporteur de M23, M. Kanyuki. M23 AFC, M. Kanyuki. Il vit dans la maison de Meboji. Lui aussi aurait-il réquisitionné la maison? Peut-être, mais il y a un problème. C'est que, régulièrement et chaque jour, il s'échange, il se téléphone avec M. Kanyuki, Meboji Kanyuki. On comprend qu'ils étaient amis en Angleterre. Mais quand Kanyuki prend les armes contre le pays, dont M. Boji est membre du gouvernement, M. Boji devrait dire à son ami, dit, écoute, toi maintenant tu es en opposition contre moi, parce que moi je travaille pour le gouvernement du pays. C'est que toi et moi on ne peut plus être des amis dans ces circonstances. Tu ne peux pas vivre dans ma maison. Et si tu vis dans ma maison, moi je te dénonce publiquement, hein, pour que je ne sois pas mêlé à ça. Mais il ne le fait pas. Et il maintient le contact régulier, chaque jour. Je ne mens pas. Il y a des services qui peuvent, l'ANR, la DEMIAP, vous êtes là, vous tous, pour vérifier ce genre de choses-là. Et si moi je mens, vous savez comment me contacter. Vous savez bien. Tout ça, les soldats voient que Kinshasa ne veut rien faire pour eux. Ah! Il n'y a rien d'autre qui reste à un pays. En premier, c'est que le pays a, c'est son soldat. Et en dernier, ce qui reste au pays, c'est son soldat. Regardez même des militaires rwandais qui ont des arriérés incroyables de salaire, qui sont mal payés, voire même mal nourris. Vous voyez comment ils sont nourris, ils se nourrissent là chez nous. Vous voyez, non? Mais ils se battent avec hargne pour nous ravir le pays. Notre pays, qui est mal en point, au lieu qu'ils prennent soin de ce bonhomme vert, de ce bonne femme verte, je parle vert parce que c'est la tenue, la couleur de l'uniforme, au lieu de prendre
soin de ce bonhomme vert, les néglige, les traite comme de vulgaires torchons sales et puants. Je vous assure que le Canada prend son soldat avec tellement de soin. Vous allez me dire que ce sont des pays nantis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la quantité à donner aux soldats, mais ce que vous donnez aux soldats sont dus selon les moyens que vous avez. Quel pays peut avoir plus de moyens que la RDC là-bas, là, dans ce coin? Il n'y en a pas. Pour prendre soin des soldats. Kabila est multimilliardaire, il a plus de 200 milliards qu'il a volé au pays. Il est en train de nous faire tout ce qu'il veut, non? Il y a M. Yuma qui a dilapidé la fortune de la Gécamine. Il y en a tant d'autres qui sont riches. Vous vous rappelez comment Tambo Mwamba était en train de se vanter au Sénat quand il avait un problème avec une autre sénatrice? Il dit qu'il a des moyens pour vivre heureux toute sa vie, il n'a pas besoin de... Vous vous rappelez? Ces gens-là se frappent sur la poitrine. Il faut voir les députés quand ils viennent dans nos villages chez nous. Les citoyens le courent après. Le président, à un moment, il a dit, « Oh non, 21 000 $, vous comprenez, quand il va retourner dans son fief, il rencontre des problèmes et des gens individuellement, il va les résoudre. » Non, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas aux députés d'aller résoudre des problèmes personnels des gens. Le député rapporte le problème de la population qui représente en gros. Dire, voici ce qu'il faut. À Idji là-bas, nous n'avons pas un moyen de transport, nous n'avons pas de route. Les gens doivent se nourrir ou chercher des biens de première nécessité en allant à Bukavu ou à Goma et ils n'ont pas un transport adéquat. Voici pourquoi il y a tout le temps des noyades. Je voudrais, comme dans l'ancien temps, du temps de Mobutu, avoir encore des bateaux. On avait Karisimbi, on avait Mikeno, on avait... je pense il y en avait 3, mais aussi il y avait des vedettes, il y avait Ruzizi, il y avait Mbandaka et il y avait aussi Ruzizi, Mbandaka et quoi? Il y en avait 3. Virunga? Non. Ruzizi, Mbandaka. Il y avait des bateaux qui passaient, des bateaux sécurisés, qui sont beaux, qui sont forts, qui ne noyaient pas les gens, qui ne les jetaient pas à l'eau. Et même ceux qui avaient des bateaux privés, je veux parler de Mwami Tambuka, Pascal, qui avait son bateau à lui, ça s'appelait Njeno. C'est un bateau qui était décent, qui ne pouvait pas jeter des gens sur l'eau. Ça donnait du transport aux gens. Aujourd'hui, on a maintenant n'importe quoi. Je suis en train de parler de tout, mais je reviens tout le temps aux soldats. S'il vous plaît, regardez le problème. Je voulais parler de conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais je tombe sur cette vidéo du général. Et ce général qui venait de refuser leur corruption, il venait de refuser d'être soudoyé par les envahisseurs du pays, en des termes des millions. Même ces soldats, vous ne voulez pas leur donner à manger? Manger et chier. Manger et chier. Ça part. C'est son dernier repas. Il le mange. Même pendant qu'il est en train de manger, on peut lui tirer dessus. Il meurt la nourriture dans la bouche. Vous ne pouvez pas prendre soin des veuves et des orphelins. Ça, c'est un cri d'alarme du général. Là, il est rendu sur la mince ligne là. Il est sur la mince ligne. Oui. Le général Luboya Kachama est sur la mince ligne. Il est déjà là. À Goma, là, le Rwandais Kazembe Kanambe est en train de regarder avec sourire. Il est content de voir ça.
Parce qu'il peut dire, doubler le montant, allez voir le monsieur. Qu'est-ce que ça... Lui, là, si on avait donné 10 milliards à Kachamel, il a refusé. On vient, on lui livre 20 milliards, là, boum, boum, dans son compte, avec tous ces problèmes-là. Il est déjà là, sur la tangente, là. Vous voyez comment il est en train de parler? Ce n'est pas un homme qui a la paix, là. Ce n'est pas un homme qui a la joie. Il est meurtri. Il pleure, ces soldats. Ah là 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 là, si les pensées pouvaient tuer. Si la vidéo pouvait tuer. Je remplirais Kinshasa des cadavres. Là, aujourd'hui, là, Kinshasa est en danger. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Nous avons commencé à lancer des cris d'alarme longtemps déjà. Nous vous avons dit qui sont là-bas à Kinshasa, qui sont en train de coordonner tout ce qui va arriver. Et d'autres sont dans la ceinture de sécurité de Tshisekedi. Ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Dans la nerf, s'il vous plaît. Comment ils sont arrivés? Certains sont arrivés là par truchement de la fondation Denise Nyakeru. Et la première dame n'y est pour rien. Elle a fait la fondation pour aider les Congolaises et les Congolais. Elle ne gère pas ça. Et je pense que les gens qui gèrent la fondation ne savent même pas que les gens qu'ils ont acceptés comme donateurs ou membres influents ou de luxe, là, comment on appelle les membres d'honneur, sont passés par là juste pour être proches de son mari, parce que ils attendent un mot d'ordre. Quand vous voyez les gens du M23 dire facilement qu'ils vont l'abattre, ils vont abattre Tshisekedi, qu'il n'est pas sécurisé, c'est eux qui ne veulent pas le tuer, vous pensez qu'ils sont en train de mentir? Ils mentent pas. Quand vous entendez le général Kabi insister auprès de ce soldat de ne pas accepter de se faire soudoyer, de se faire corrompre, tout ça, vous pensez qu'il le dit dans le vide? Quand il dit, hein, vous venez me trouver pour... Qu'est-ce que vous allez me proposer plus? Vous pensez qu'il le dit juste dans le vide comme ça? Aidez Tshisekedi, s'il vous plaît. Mais aussi, lui aussi, est-ce qu'il n'a pas de dents? Il n'a pas de griffes qui peuvent sortir un peu? Nous sommes en situation spéciale, en situation de guerre de haute intensité contre des étrangers qui ont déjà infiltré notre pays depuis plusieurs décennies déjà. Il le sait, il connaît les noms, il connaît les gens. Et il ne peut pas les balayer. J'avais fait une vidéo. Si vous regardez une vidéo là, regardez le titre et je dis, est-ce qu'un capitaine peut commander l'armée? Est-ce que le capitaine peut commander des opérations au combat? J'avais demandé, je ne sais pas comment le titre est fait, mais regardez ça comme ça. Et j'avais parlé. J'ai dit, comme Tshisekedi forme des soldats à la va-vite parce qu'il n'a pas de choix. Nous sommes déjà agressés, il doit former les soldats et les envoyer tout de suite au front. C'est que le soldat congolais ne suit plus le cursus normal de l'aguerrissement qui prendrait 5 ans pour aguerrir un soldat. Mais ça se fait sur la tâche, ça se fait déjà sur le terrain en théâtre de combat. C'est accéléré. Et que ces gens-là qu'il a formés, les officiers qu'il avait formés, après 3 ans, 5 ans,
parce que c'était accéléré, ils sont déjà au niveau des capitaines ou majors et qu'ils pouvaient, Tshisekedi pouvait se débarrasser des colonels, des généraux qui les envoient à la retraite et qui prennent ces gens-là qui viennent de former. Et il est sûr vraiment qu'ils sont formés parce que c'est lui qui les a envoyés dans les écoles militaires de partout au monde. Quand j'avais dit cela, j'étais chanceux de n'être qu'à l'écran. Si j'étais devant du monde, ils allaient me manger. C'est tous les kabylistes, parce que nous sommes suivis par nos ennemis pour la plupart des fois. Regardez les vidéos. Tout ce dont je parle, je les ai déjà dit. Et quelquefois, les gens vont commencer à parler de choses dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Pas parce que je suis spécial, non. Parce que moi, je regarde les choses telles qu'elles se passent. Et j'en parle. Juste observer comme ça. Je n'ai pas besoin d'une boule de cristal. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me téléphone pour me dire que voici. Non, non, ça se voit, ça se trouve là. Le président Tshisekedi ne peut travailler qu'à travers des conseillers, à travers des ministres. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Donc, il n'est pas un magicien qui peut tout faire tout seul. Non, il n'y a aucun président. D'ailleurs, lui, il travaille plus qu'un président américain. Dans ces pays-là, avec des institutions traditionnellement implantées qui fonctionnent normalement, un président n'a pas grand-chose à faire. Il est là le matin, il y a quelqu'un qui vient lui briefer sur, lui donner la situation générale du pays ce matin-là. On lui apporte des dossiers qui ont été présentés et déjà travaillés, fignolés par ses employés, ses conseillers, ils signent et c'est tout. Parce que ces conseillers le font au nom du pays. Ils ne le font pas à leur nom, ils ne le font pas au nom de leurs amis. Le président signe seulement. Confiance. Mais chez nous, il y a des crocs en jambes, tout le monde tire des affaires à gauche, à droite. Quelquefois, le président signe quelque chose et il retrouve que non, il a signé une mauvaise affaire. Aux États-Unis, même s'il signe une mauvaise affaire, c'est une grosse puissance. Nous n'allons pas le voir. Nous ne le saurons même pas. Parce qu'à cause de sa puissance militaire, sa puissance économique, tout ça, et même les médias, ils vont tout couvrir. Et ça passe. Et même, ils peuvent quelquefois aussi s'en vanter. Regardez leur déboire en Ukraine. C'est le déboire de l'Empire américain, c'est le déboire de l'OTAN. En Ukraine, là, c'est la Russie contre l'OTAN et les Américains, toutes les forces occidentales et leurs alliés, les amis. S'il vous plaît, prenez soin du soldat. Le soldat d'abord. Le soldat d'abord, s'il vous plaît. Sinon, le pays va aller mal. Et le pays est en mauvaise posture. Très, très mauvaise posture. Pourquoi? Pourquoi ne pas enlever ces soldats-là qui font tous ces problèmes à l'armée congolaise? Pourquoi? Pourquoi ne pas les enlever? Enlevez-les! Oui, on vous allez dire, on ne change pas de général en pleine guerre. Oui, il faut les enlever, s'ils font du mauvais boulot. Combien de fois nous avons vu, juste je pense que cette année, ou à partir de fin de l'année passée, que Kagame a plusieurs fois renvoyé certains généraux à la retraite. Il a enfermé d'autres dans le tôle. Il en a zigouillé d'autres. Combien de fois? Plusieurs fois.
Mais nous, on ne veut pas toucher à ce pourri de soldats qui sont en train de pourrir la vie de tout le monde. Le seul, vous savez, hein, si l'Ituri tombait là, finito pour nous. Si Uvira tombe, finito pour nous. Donc, nous n'avons maintenant que deux portes qui restent fermées. La porte de Uvira et la porte de Ituri. Ituri est sous une pression incroyable des ennemis. Vous faites ça à ce général, il est désemparé, il est à bout, il est désabusé, il est sur la tangente. Vous êtes sur le point de le perdre. Si vous perdez Johnny Kachama, Luboya, Anituri là-bas, là, il a des collaborateurs avec lesquels il travaille. Mais ça prend juste un maillon qui se casse dans une chaîne et le vélo ne roule plus. Alors, pourtant, lui, il est le plus gros maillon. Si ça ne roule plus, la chaîne va débarquer. Goma est tombé comment? Bukavu s'est tombé comment? Vous n'apprenez rien de tout ça? J'ai l'impression de me répéter, mais je suis toujours émotionnel quand je parle du soldat, parce que je m'identifie à eux. Qu'est-ce qui se passe ailleurs au monde? Hier, l'Ukraine a donné un nez sanglant à la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine, bien entendu, c'est l'OTAN. Mais comme c'est l'Ukraine qui est utilisée, on va tout le temps parler de l'Ukraine. Quand vous entendez le mot Ukraine, mettez-vous seulement en tête que c'est l'OTAN avec les Américains. Ils ont réussi à passer des drones dans des camions burins, parce qu'il y a toujours des échanges. Il y a toujours des échanges entre pays. Il y a toujours des échanges commerciaux entre citoyens. On ne va pas couper les vivres aux citoyens. Et ces camions, qui étaient bourrés de drones avec leurs munitions, entraient en Russie, se sont rapprochés de leur cible, sur des bases en plein cœur de la Russie, et même sur des bases beaucoup plus éloignées du front, jusqu'en Sibérie. Ils ont attaqué des aéroports où sont gardés des avions à longue portée, des bombardiers à longue portée là, à bombes nucléaires, les tuyaux, les Tupolev. Ils les ont saccagés. On parle des 40 avions de combat saccagés, dont déjà 4 bombardiers à longue portée là, des bombardiers stratégiques qui portent des missiles stratégiques, donc des bombes nucléaires. Je ne sais pas comment les Russes vont encaisser ça, mais c'est une grosse frappe qu'ils ont reçue. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Au même moment, les Ukrainiens ont lancé des missiles à longue portée à partir de l'Ukraine. Ces missiles-là, les Storm Shadow, qui sont des missiles de français et anglais, mais pilotés par des systèmes électroniques américains. Donc, sans l'assistance des Américains, ces missiles restent cloués au sol. On peut dire que ce sont les Américains qui attaquent la Russie. Comment la Russie va réagir? Et qu'est-ce que ça fait?
ça envoie un certain message aux alliés de la Russie que la Russie est faible. Si la Russie continue à encaisser sans réagir tout le temps, parce qu'ils disent, nous voulons seulement aller de manière faire une guerre de nutrition afin de ne tuer que des soldats ukrainiens, ça ne marche plus leur affaire. Imaginez-vous si c'était les Américains. Qu'un seul missile parte de notre pays vers un intérêt stratégique militaire, comme sur leur base de Diego Garcia, qui est non loin en Asie là-bas, ou sur l'île d'Okinawa. Je vous assure que les Américains vont raser ce pays-là tout de suite. Raser. Ils s'en foutront des peuples. Ils ont rasé l'Irak pendant que l'Irak n'avait rien fait aux Américains. Ils ont rasé la Syrie. La Syrie n'avait rien fait à eux. Regarde comment ils viennent de faire raser les Palestiniens, la bande de Gaza. Les Palestiniens n'ont rien fait à ces gens-là. Ils avaient détruit la Yougoslavie. La Yougoslavie n'avait rien fait. Ils ont détruit la Libye. La Libye ne leur avait rien fait. Mais la Russie doit toujours se courber comme si c'était un vassal devant son maître. Pendant que la Russie a les moyens militaires que les Américains n'ont pas. Je vais mettre un bémol. Je vais mettre une certaine... je vais relativiser ça. Parce que vous allez me dire que alors pourquoi la Russie ne projette pas sa force militaire à l'extérieur? La Russie, c'est une force militaire de l'armée. L'armée, donc, le soldat, sur terre. Et eux, ils n'ont pas des ambitions d'empire. Ce que les empires, ce sont eux-là qui sortent de chez eux pour aller projeter leur puissance à l'extérieur. La Russie n'a pas ça. Il veut garder son influence dans son sphère là-bas chez lui. La Chine commence à se transformer en empire. C'est-à-dire que la Chine commence à projeter, est en train de développer sa flotte navale, sa marine militaire. Parce que la Chine veut se projeter maintenant dans le futur. Et les Américains veulent les en empêcher. Alors, du point de vue naval, les Américains restent les premiers. Personne ne les égale. Et après les Américains, c'est encore les Américains. Et après les Américains encore, c'est toujours eux. La Chine, quelque puissante qui commence à devenir par sa flotte navale, elle est encore très loin, très très loin. Mais ce que les Américains, les Chinois ont fait, ils ont développé les armes capables de détruire cette force navale des Américains. Et c'est pour ça que les Américains, malgré qu'ils ont cette ferraille pour projeter la force, ils vont projeter cette force-là contre des petits pays. Ce n'est plus comme contre des pays comme la Chine ou la Russie. La Russie a des moyens. Mais ils ont des dirigeants qui sont comme des Congolais, qui veulent tout le temps amadouer les Occidentaux parce qu'ils veulent vivre en paix avec les Occidentaux. Ils veulent être acceptés dans ce sphère-là. J'espère que les autorités congolaises vont comprendre. Et j'espère que les signatures vont arriver avec les Américains et que nous aurons des Américains. Ce qu'on nous a dit que ces ententes, ces traités contiennent qu'il y a un volet sécurité
que les Américains vont assumer. Car c'est quand même étrange. Ils ont 24 000 milliards de dollars en minerais stratégiques qui vont recevoir de la RDC et ils laissent le pays être saccagé par des bandits qu'ils ont soutenus eux-mêmes. Car c'est eux, le M23 AFC, c'est eux qui se portent encore en faiseur de paix entre la RDC avec ce pays-là. Ils signent des ententes avec la RDC, les mêmes ententes signées par le Rwanda. On va voir. Je souhaite seulement que notre pays ne s'envole pas en éclats. Vraiment. Je souhaite que les efforts du président Tshisekedi aboutissent. Mais avec des Congolais comme ça, avec des Congolais qui sont en train de... Au prochain numéro, je suis votre frère Bertin Bahaya. Au revoir.